à tous. La répression de la marche des femmes d'Abobo, 5 ans après, les souvenirs sont toujours forts. Les parents des victimes commémorent cette date du 3 mars 2011 dans la prière et dans le recueillement. Coup de filet de la police criminelle, 6 présumés membres d'un gang spécialisé dans le vol à main armée ont été arrêtés, des armes et des munitions saisies. Ils opéraient à moto, arrachant sacs à main, téléphones portables et bijoux. Depuis 2 ans, la guerre civile au Soudan du Sud a fait au moins 50 000 morts, 2,2 millions de réfugiés et de déplacés et la famine qui se profile à l'horizon. Les Nations Unies ont déploré les massacres malgré un accord de paix signé. Bienvenue dans le journal de 13h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Jeudi 3 mars, voilà 5 années, jour pour jour, que la marche des femmes d'Abobo a été reprimée. Elles sont 7 à perdre la vie ce 3 mars 2011. Ces femmes protestaient contre le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Devoir de mémoire, nos reporters sont allés à la rencontre des victimes de cette date noire. Alexis Ouedraogo. Abobo, 3 mars 2011. Plusieurs centaines de femmes sont réunies pour une marche pacifique. Elles sont sorties pour protester contre le régime du président sortant Laurent Gbagbo et crier la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle 2010. Des coups de feu sont tirés sur la foule. 7 femmes sont abattues. À terre, de nombreux blessés. 5 ans plus tard, nous sommes allés pousser les portes de ces femmes. Nous avons marché dans les pas de leur histoire. Elle ne nous dira pas son nom et refuse de parler à visage découvert. Les souvenirs du drame, elle veut les effacer. Ce 3 mars 2011, elle a perdu sa sœur jumelle. Le passé, c'est le passé, je ne veux plus en parler. Plus loin, dans une cour du quartier Sinécoul, réaction identique. L'on veut tourner la page, mais les souvenirs restent vivaces. On est parti beaucoup. Arrivé vers Mobile, on a entendu qu'il y avait un chat qui venait. Donc nous on pensait que c'était pour venir nous aider à la marche quoi. Bon, c'était pas ça. En même temps, on a vu les tirs venir partout. On a vu les femmes tomber. Il y a un de notre sœurs même qui était dedans. Obi l'a touché, elle était découpée partout. Dans la famille de la jeune Bamba dont les images ont fait le tour du monde, cette année encore des cérémonies religieuses se tiendront pour le repos de son âme. Mais les regards sont tournés vers la haie. Nous, les 7 parents, on s'est mis ensemble. Chaque année, on va chez quelqu'un. Bon, cette année, ils sont organisés pour moi-même. Donc, cette année, c'est chez moi ici. Ça va aller. La funéraille, le 3 mars. De l'amertume, pourtant, a jailli l'espérance. Aujourd'hui, 5 ans après, la vie a muselé les jours de deuil. Pardonner et tourner la page. La mort de ma soeur, ça m'a fait très très mal. J'étais ma seule soeur. Mais j'ai pardonné à cause de mon bébé. Mon deuxième bébé, j'ai pardonné. J'ai fait ma vie avec ça. Plus le temps dure, les gens essaient d'oublier, pardonner. Bon, on passe à autre chose quoi. Parce que toujours revenir sur le même chose, ça ne va pas arranger. Il est temps qu'on pardonne et puis passer. Se donner la main, c'est la meilleure des choses. Alors que nous rebroussons chemin dans les rues d'Abobo, autrefois surnommé Bagdad, le quartier des plus violents affrontements de la crise post-électorale, nous regardons sur les murs des impacts de balles refermés. Reprise à la haie du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Il avait été suspendu vendredi après la déclaration d'ouverture de la représentante légale des 726 victimes. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont aujourd'hui la parole pour leur déclaration d'ouverture de procès. Conseil des ministres, hier mercredi, la situation des arriérés de baux administratifs a été examinée. L'État doit plus de 40 milliards de nos francs et le remboursement va démarrer après des audits qui vont fiabiliser les fichiers disponibles en la matière. Et autre décision, la création d'une structure de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Vijanaïma. Pour une lutte groupée contre le terrorisme au sein de l'espace CEDEAO.
Une structure nationale pour le renseignement vient d'être créée par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 2 mars au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette structure est dénommée Centre national de coordination du mécanisme réponse à l'alerte précoce. C'est un centre qui est mis en place pour permettre une meilleure collaboration, un meilleur échange d'informations entre les pays. Aujourd'hui, il faut savoir que les menaces auxquelles nos pays font face sont différentes des menaces qui existaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et les menaces nouvelles imposent à nos pays de se parler, de coordonner leurs renseignements, de s'informer sur les menaces que l'un ou l'autre de ces pays-là peut avoir. Donc il s'agit ici de faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de cette information-là à travers une structure qui va se retrouver de façon identique dans chacun des 15 pays membres de la CEDEAO, avec un conseil statutaire présidé dans chacun de ces pays par le Premier ministre et ensuite une direction qui permettra là de collecter les informations, de gérer la relation avec les services de police, de gendarmerie, les forces de l'ordre de façon générale, et de façon à permettre aux autres pays de profiter de cette information qui existe. Par ailleurs, la situation des arriérés de baux administratifs est ressortie une nouvelle fois au cours du Conseil. Le cumul de ces arriérés depuis 1994 à ce jour s'élève à 8 milliards de francs, montant réel ou montant non justifié. Le Conseil des ministres a mis le dossier sur la table. Nous avons autorisé principalement les audits. Audits qui vont permettre de valider les dettes de l'État vis-à-vis des propriétaires. Mais l'étape suivante sera bien de commencer à traiter, j'allais dire d'une façon très claire, cette dette-là, donc de l'apurer. Il s'agit d'entamer donc le processus d'apurement de cette dette vis-à-vis de toutes les personnes qui seraient créancières de l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement va prendre ses responsabilités face aux limites actuelles de l'offre bancaire en matière d'affaires. Le Conseil des ministres a adopté le projet de création par l'État d'une caisse de dépôt et consignation. C'est une caisse qui va être mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, qui va être alimentée par l'État de Côte d'Ivoire avec des ressources souveraines de l'État et qui peut être également alimentée par des ressources adaptées, donc à long terme, de bailleurs de fonds internationaux. Et ces ressources vont être mises à la disposition donc, de l'ensemble des acteurs du marché financier, de façon à pouvoir permettre, quand cela est nécessaire, de financer les investissements qui sont rendus nécessaires par notre processus de développement. Quand cela est nécessaire, c'est quand les banques ne peuvent pas, par leurs ressources, accompagner ce type d'investissement. Donc, dans des pays comme la France, comme le Canada, comme le Maroc, ces caisses de dépôt et de consignation ont montré leur intérêt. L'idée, c'est de mettre en place une telle caisse en Côte d'Ivoire, alimentée par des ressources qui sont longues, de façon à suppléer les difficultés aujourd'hui que nous pouvons noter dans le financement de l'économie par le marché financier bancaire. Le Conseil a en outre décidé de la date du prochain Salon international des équipements et technologies de transformation de la NACARD, le CIETA. Après le succès de la première édition en 2014, la deuxième édition aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 2016. Il s'est rendu hier au Gabon. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, prend part à une conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Cette conférence est le lieu de faire le bilan des activités politiques, économiques et sociales de la région Afrique de l'APF et surtout d'envisager des perspectives. Direction Paris pour le Salon international de l'agriculture SIA 2016. Le thème de cette 53e édition, l'agriculture, alimentation citoyenne. La rencontre réunit plus de 1000 exposants issus de 34 pays et la Côte d'Ivoire a été à l'honneur toute une journée. Noël Niagno. Thématique 2016 du Salon de Paris, agriculture, alimentation et citoyenneté.
La délégation ivoirienne s'est donné les moyens de coller à cette problématique. D'abord, le jeune artisan chocolatier Axel Emmanuel. Il veut valoriser le travail des nombreux planteurs ivoiriens avec des designs originaux. Une tablette de chocolat avec des insignes africains, je pense que ce serait redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle vaut véritablement. Toujours pour coller à la thématique 2016, 6 coopératives existantes dans les filières du vivrier, des céréales, de l'anacarde, du manioc et du coton ont fait le déplacement de Paris. Ce cas à Paris, ça me permet que les produits que nous avons eu à traiter sortent de l'informel. Je dirais que c'est un grand pas vers l'émergence de nos produits sur le marché français et européen en général. Pour l'action citoyenne, la Fondation CIFCA est venue mobiliser des ressources pour les coopératives en milieu scolaire rural. Illustration de cette ambition, l'EPP Bongo dans le sud Como de la Côte d'Ivoire. L'intérêt était vraiment de montrer une cantine réelle en France, au public français qui ne connaît pas le principe de cantine scolaire en milieu rural, et de montrer le schéma que nous faisons dans nos unités agricoles intégrées. Dernier composant de la thématique, l'agriculture. Un métier à la croisée des chemins, mais un métier qui a un bel avenir. Voilà qui donne de l'espoir à la Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole. Mais attention, l'espoir est entretenu par les soins de l'ANADER, la structure d'encadrement du monde paysan. Nous avons une approche des méthodes que nous avons adaptées aujourd'hui à l'évolution de la demande de services du conseil agricole. C'est avec cet argumentaire que la délégation ivoirienne a célébré la journée de la Côte d'Ivoire ce mercredi 2 mars. Le palmier occupe la 4e place dans l'économie ivoirienne. Le pays est le 5e producteur mondial. Mais les producteurs rencontrent pas mal de difficultés dans l'exploitation et la commercialisation de leur culture. Les planteurs d'Eania dans la région d'Aboasso se sont rencontrés pour en parler et surtout trouver des solutions. Thérèse Yoboué. Aboasso est l'une des zones grandes productrices de palmiers à huile. Les planteurs de cette filière se sont retrouvés récemment à Akakro, localité située à une trentaine de kilomètres d'Aboasso. Au cours de leurs échanges, les planteurs de palmiers à huile ont évoqué plusieurs sujets, notamment la participation des planteurs dans la création de la fêtière initiée par le gouvernement, la mise sur pied d'une cellule qui va sillonner le territoire pour informer et sensibiliser les planteurs de palmiers à huile sur les nouvelles dispositions à prendre pour la bonne marche de la filière palmier à huile. Ils ont également souhaité le relèvement du prix du kilogramme afin que les planteurs vivent décemment de leur labeur. Les planteurs ont profité de cette rencontre pour féliciter le gouvernement pour toutes les actions prises en faveur des planteurs. Rappelons que le palmier à huile occupe la 4e place dans l'économie ivoirienne avec une production annuelle de 1 300 000 tonnes. Nous vous le disions en début d'édition, c'est la reprise à la haie du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé le lundi 7 mars prochain. Le procès avait été suspendu vendredi après la déclaration d'ouverture de la représentante légale des victimes. Les avocats des deux accusés auront donc la parole pour leur déclaration d'ouverture du procès ce lundi 7 mars. 6 présumés membres d'un gang spécialisé dans le vol à main armée ont été arrêtés. Des armes et des munitions saisies à la suite de ce coup de filet de la police criminelle à Boussanago. Ils ont à leur actif de nombreux vols à main armée perpétrés dans le district d'Abidjan. Ils opéraient sur des motos, dépouillaient leurs victimes. Sous la menace de leurs armes, ils ont arraché la somme de 6 millions de francs CFA à une dame qui allait mener des opérations bancaires dans la commune de Trècheville. Ce gang est également spécialisé dans les vols de nuit en réunion à main armée dans les domiciles. Leur dernière attaque a eu lieu en Dautré le 11 février dernier. Ce jour-là, ils ont emporté des bijoux, des téléphones portables et des numéraires. Ces individus ont été mis hors d'état de nuire par les éléments de la police criminelle à Abobo Avocatier. Les perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir 2 armes à feu, dont un pistolet automatique, un revolver, des munitions, des téléphones portables et des bijoux. Interrogés sur les faits, ils les ont reconnus sans difficulté. Ces individus seront conduits devant le parquet près le tribunal d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes.
Koulibaly Majib, âgé d'1 an et 8 mois, a été enlevé par la servante le samedi 27 février au domicile de ses parents. Bamba Sekou, 2 ans, également enlevé dans un marché de Mans depuis le jeudi 25 février. Ils ont été tous les deux retrouvés sains et saufs dans un village de la ville de Dieukwé avec la présumée ravisseuse. Un dénouement heureux grâce à l'action du procureur de la République de Mans et des services sociaux. FBoué. Fin d'après-midi mouvementé ce mercredi 2 mars 2016 au Palais de justice de Mans. La raison, 2 enfants enlevés depuis une semaine ont été retrouvés sains et saufs. Les faits, le samedi 27 février, le petit Koulibaly Majib, âgé d'1 an 8 mois, est enlevé par la servante qui était à son 2e jour de travail. Et cela au domicile de ses parents au quartier du Laboukou de Mans. Commence alors une course contre la montre par les parents. Police, gendarmerie, avis de disparition dans les lieux publics, rien jusqu'au lundi 28 février. Le centre social est saisi par le père Koulibaly Suleiman. L'affaire est portée chez le procureur de la République. J'ai aussitôt appelé monsieur le procureur et avec qui il a pris rendez-vous. Il n'a pas perdu le temps. Quand on est arrivé, il a essayé de comprendre d'abord la situation et appelé tous ses collaborateurs. Ainsi, chacun a mis la main à la pâte jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait cette joie qu'on partage aujourd'hui avec la famille Koulibaly. Le petit Majib est donc retrouvé avec sa présumée ravisseuse et un autre enfant. Il se nomme Bamba Sekou, âgé de 2 ans, enlevé dans un marché de Mans depuis le 25 février. Ils ont été retrouvés dans un village près de la ville de Dieukwé. L'émotion est indescriptible chez les parents. Je ne dormais pas, je m'en vais prendre mon ambition, je vais prier. Je n'arrive pas à prier. Oui, je suis là. Je ne sais pas ce que je vais dire quoi. Donc je remercie Dieu. Depuis ici né, jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a jamais arrivé. C'est dans un film et dans la bouche des autres, j'attends que ce genre de trucs se passent. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est d'être vigilant. Je ne m'attendais plus à mon enfant. Et effectivement, c'est le lieu de demander aux parents de demeurer vigilants. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à ce dénouement heureux. Le président turc a passé 48 heures en Côte d'Ivoire dimanche et lundi dernier. Seulement 3 jours après son départ, la Turquie offre une école maternelle à l'Institut national pour la promotion des aveugles. Des salles de classe et 2 dortoirs de 15 lits chacun aux tout-petits non-voyants. Moussa Konaté. Une école maternelle pour les tout-petits non-voyants à l'Institut national pour la promotion des aveugles. Un bâtiment de 2 salles de classe, 2 dortoirs de 15 lits chacun et un espace de jeu. C'est l'œuvre de l'Agence turque de coopération et de coordination. Les enfants non-voyants déjà défavorisés du fait de leur handicap vont maintenant bénéficier d'un encadrement. Nous avons 40 ans d'existence. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une nécessité que nos enfants non-voyants, à bas âge, aient aussi une maternelle comme les enfants valides. Nous venons de combler ce trou. Maintenant, les plus petits viendront à l'Institut et ne resteront pas en famille pour que les familles désemparées ne sachent pas comment les prendre en charge. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Coopération qui s'est renforcée avec la récente visite du président turc en Côte d'Ivoire. C'était inscrit dans l'un des accords qu'on avait signés. Et je suis très heureux d'être ici juste après le départ du président, de faire l'inauguration avec monsieur le ministre. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ce centre avec tous les équipements à bord. C'est pour nous une fierté et j'espère que nos jeunes frères et petits, nos enfants je dirais, vont prendre bon soin parce que pour nous c'est un investissement important et qui va leur permettre d'acquérir le savoir dans les meilleures conditions. Cette action en faveur de la petite enfance n'est pas la première initiée par la coopération turque en Côte d'Ivoire. L'exemple de la réhabilitation de l'orphelinat de Grand Bassam et la remise de dons de vivres. Parlons en bref du phénomène naturel qu'est l'équinoxe. Il est caractérisé par des pannes solaires. On observe donc une baisse du niveau de réception dans les centres émetteurs au moment de son déroulement. Des perturbations donc dans la diffusion des programmes de la RTI tout au long de ce mois de mars. Quelle contribution du ministère du Commerce dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence? Le ministre du Commerce a répondu à cette question face à des étudiants. Jean-Louis Billon a présenté les acquis en matière de réforme qui font du pays une référence internationale. Abou Sanogo.
7500 mètres carrés d'entrepôt d'un hypermarché situé en plein cœur d'Abidjan où les populations viennent faire leurs emplettes. Avec plusieurs chambres froides, dont celle des produits locaux, des agrumes, la charcuterie, les légumes et bien d'autres produits, on y trouve de tout pour le ménage et les besoins du quotidien. Le ministre Jean-Luc Billon a voulu se rassurer des conditions de conservation. Je suis constaté moi-même l'importance de cet investissement et comment les produits qui sont destinés naturellement aux consommateurs sont mieux entreposés, mieux livrés, avec une rotation beaucoup plus rapide et dans des conditions d'hygiène aux standards mondiaux. Pour Jean-Luc Billon, cela démontre une évolution du commerce et de la grande distribution auquel les Ivoiriens s'adaptent. Il est donc important d'accompagner ce processus et la Côte d'Ivoire ne peut pas se soustraire à ce qui se fait de mieux dans le monde. Après ce premier arrêt, Jean-Luc Billon s'est rendu dans un autre hypermarché. Sur le site, il se dirige dans un magasin spécialisé dans la distribution de produits culturels et high-tech. C'est par un message aux Ivoiriens et en particulier aux commerçants que le ministre Jean-Luc Billon a achevé sa tournée, en les invitant à abandonner l'informel pour la pérennité et la compétitivité des entreprises. Voilà, le ministre du Commerce a donc visité plusieurs grandes surfaces pour s'assurer de la qualité des produits offerts aux Ivoiriens. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, ouvre ses portes le 5 mars, c'est dans 2 jours. 2000 festivaliers sont attendus pour cette 9e édition. Quelle est l'histoire de ce grand événement culturel qui réunit tous les 2 ans depuis 1993 des faiseurs d'art du monde entier? Guillaume Zéré, Serge Collet. Plus que quelques jours avant l'ouverture officielle de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Avant l'événement culturel du samedi 5 mars prochain, le commissaire général fait le point. On a un partenaire qui nous donne quelques places dans chacun de ses avions, mais il ne nous donne pas toutes les places qu'on souhaite. Donc il a fallu gérer cette situation en payant des billets complémentaires, de préférence sur les lignes. 2000 festivaliers venus de 54 pays sont attendus à cette biennale des arts vivants. Pour la restauration et l'hébergement des troupes, des dispositions ont été prises. Ce que nous essayons de faire, une fois que quelqu'un a été sélectionné dans le IN, il prend le déjeuner sur place dans son hôtel et puis dans la journée, on lui donne des tickets repas et il mange au Palais de la Culture où nous avons un village gastronomique. En 2014, les cachets des participants au Massa In ou Massa officiel ont été majorés de 25%. Cette année encore, ces cachets seront augmentés. Mais à côté de cela, vous avez une partie des gens qui voulaient entrer dans le IN qui n'ont pas réussi. Ceux-là, quand ils viennent, ce qu'on leur donne, ce n'est pas un cachet, c'est un défraiement. Réinventons les arts de la scène. C'est le thème de cette 9e édition. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs innovations sont enregistrées. Cette année, nous faisons 3 sessions de formation. Une session de formation pour les journalistes culturels qui aura lieu au Palais de la Culture. Une deuxième session pour les techniciens du spectacle et une troisième pour les humoristes. 14 sites ont été sélectionnés pour faire d'Abidjan la capitale mondiale des arts vivants du 5 au 12 mars prochain. Le Centre d'études et de recherche sur la culture ANI a lancé ses activités au Palais Royal d'Abengourou. Pour cette cérémonie, plusieurs sommités du monde académique ont été faites ambassadeurs de paix par la Fédération pour la paix universelle. Honorina Nigori. La mission principale du Centre d'études et de recherche sur la culture ANI d'Abengourou sera de revitaliser et de promouvoir le riche patrimoine culturel ANI en danger de disparition. Selon son principal initiateur, le professeur Bernard Anobois, ce centre sera à mesure de donner toutes les informations nécessaires sur le peuple Ani, notamment son histoire, sa culture et ses coutumes. C'est donc à juste titre que les différents intervenants au cours de cette cérémonie ont salué l'initiative. Ils ont exhorté les intellectuels ivoiriens à apporter leur contribution pour faire vivre ce centre et participer ainsi à la sauvegarde de la culture Ani à travers les résultats de leurs recherches. En marge de cette cérémonie, le roi de l'Inténier, Sa Majesté Nanamboa Kwasi III, a été fait ambassadeur de paix par la Fédération pour la paix universelle. Cette distinction lui a été décernée
en reconnaissance de ses nombreuses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans son royaume. Outre le 17e souverain des Agni Ndénian, plusieurs autres personnalités, notamment du monde académique, ont reçu cette distinction, faisant d'eux des artisans de paix. Dans l'actualité sur le reste du continent, la guerre civile au Soudan du Sud a fait au moins 50 000 morts depuis 2 ans, 2,2 millions de réfugiés de déplacés et la famine qui se profile à l'horizon. Les Nations Unies ont déploré le mois dernier que les massacres et les déplacements de civils se poursuivent malgré la signature d'accords de paix en août dernier entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Ban Ki-moon est arrivé hier mercredi à Ouagadougou pour cette 3e visite au Burkina Faso. Le secrétaire général des Nations Unies a félicité les Burkinabés pour la gestion réussie de la transition qui s'est achevée par des élections dont les résultats ont été acceptés par tous les acteurs. L'Union européenne annonce le déblocage de 700 millions d'euros pour répondre à la crise migratoire. Une somme destinée aux États membres qui sont en première ligne face à l'afflux de migrants, notamment la Grèce, où 10 000 personnes sont toujours bloquées à la frontière macédonienne dans des conditions extrêmement difficiles. Super Tuesday aux États-Unis, 11 États ont voté pour les primaires. Hillary Clinton contre Donald Trump. C'est l'affiche qui se précise pour l'élection présidentielle américaine. La voie pour l'investiture des partis pour la prochaine élection présidentielle américaine semble libre pour 2 candidats sortis favoris du Super Tuesday. Les résultats de ces primaires placent en tête la démocrate Hillary Clinton avec 1001 délégués et super délégués à son actif contre 566 pour son adversaire Bernie Sanders. Une victoire poussée par les Afro-Américains, les Latinos et les femmes des États du Sud. Du côté républicain, c'est le milliardaire Donald Trump qui sort gagnant avec le maximum de délégués, soit 274, loin devant ses 4 autres adversaires républicains. La victoire à mi-parcours à la candidature officielle est savourée par les 2 candidats qui n'hésitent pas à se lancer des piques. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'est jamais tombée aussi bas. Si vous n'êtes pas honnête avec vos employés, si vous exploitez les consommateurs, polluez l'environnement ou si vous arnaquez les contribuables, vous devez être tenu pour responsable. Je suis quelqu'un qui rassemble. Je sais que certaines personnes vont trouver ça dur à croire, mais croyez-moi, je peux unifier. Quand tout ça sera fini, je vais me battre contre une seule personne, ce sera Hillary Clinton. Si on estime que son parti va la laisser se présenter, et ce n'est pas fait, je ne sais pas s'ils vont la laisser se présenter. Selon un sondage, les démocrates l'emporteraient dans tous les cas dans un duel face aux milliardaires, soit 55 contre 43 en faveur de Bernie Sanders ou alors 52 contre 44 en faveur d'Hillary Clinton. Pour les observateurs, rien n'est encore joué car 35 États américains devraient voter d'ici au 15 mars prochain. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rencontré aujourd'hui 2 chefs d'entreprise internationales, les responsables de Mitsubishi et de General Motors. Il a été question de l'implantation et du développement de ces structures spécialisées entre autres dans l'automobile, l'aviation et l'énergie. Sidonie Davila. Jeff Immelt, directeur général de la compagnie General Electric au cabinet du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. General Electric est un conglomérat d'industries spécialisé dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'énergie, la santé, le transport, l'aviation. En rencontrant le Premier ministre, le directeur général a exprimé son souhait de faire de son entreprise un participant actif dans le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays modèle en ce qui concerne la croissance, la bonne gestion du pays, mais aussi cela veut dire que c'est important pour les partenariats économiques et aussi les investissements dans différents secteurs. J'ai demandé à mon équipe d'examiner la possibilité de transformer ou d'établir ici notre centre pour les opérations commerciaux, non seulement en Afrique francophone, mais aussi pour toute l'Afrique, voire le monde entier. Pour rendre d'ailleurs tous ces projets viables,
General Electric signe sa présence par l'installation d'un bureau en terre ivoirienne. Situé à Cocody, il a été inauguré ce jeudi. Également reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le vice-président exécutif de Mitsubishi Corporation. Ensemble, ils ont échangé sur les projets de cette compagnie pour les 5 années à venir en faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 principaux secteurs. Le premier secteur, c'est l'énergie, les projets relatifs donc, au pétrole et au gaz, et les projets donc, de PPP également en second secteur. Le troisième secteur sur lequel on devrait se concentrer, c'est bien sûr l'agriculture. Mitsubishi Corporation qui est vraiment concentrée sur ces 3 secteurs pour le développement de ces 3 secteurs. Bien évidemment. En tant que constructeur automobile, l'histoire de Mitsubishi remonte au début du siècle. Il fait partie des plus grandes compagnies japonaises. Reprise à lundi à La Haye du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Il avait été suspendu vendredi après la déclaration d'ouverture de la représentante légale des 726 victimes. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé auront la parole ce lundi 7 mars pour leur déclaration d'ouverture de procès. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.